Nous accueillons donc Jean-Pierre Cauchy, bienvenue Monsieur Cauchy, président et cofondateur d'Alouvi. Et le sujet qui sera traité donc sera le lancement d'une DNVB, l'école du Test and Learn. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et bonjour. Je suis venu effectivement vous parler un peu de l'aventure que je vis depuis maintenant 1 an et demi avec le lancement d'Alouvi au travers d'une thématique qui est le Test and Learn, parce que j'ai trouvé, quand Alain m'a suggéré cette intervention, que c'était vraiment finalement ce que je retirais depuis 1 an et demi de cette aventure. Moi, je suis un pur produit du digital, hein. J'ai une formation d'ingénieur en informatique et je me suis lancé depuis 1 an et demi avec des associés dans une aventure complètement industrielle, donc vraiment rien à voir avec mon background. Et j'ai essayé d'y appliquer des thématiques assez digitales finalement. Et voilà, c'est ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui. Alors avant tout, peut-être qu'il faut que je vous parle d'Alouvi, il faut que je vous explique un petit peu ce qu'on fait. Est-ce que des gens connaissent Alouvi? Bon, bah, je vais vous prendre 1 minute 30 de votre temps avec un petit film pour vous présenter ce que c'est. On n'aura peut-être pas le son. Parce que nous pensons que c'est notre singularité qui fait notre force. Parce que nous croyons que ce sont nos différences qui nous unissent. Parce que, pour avancer, il faut oser faire le premier pas. C'est pour tout cela, et plus encore, que nous avons créé la marque Alouvi. Alouvi, c'est une marque qui a mis la liberté et la joie de vivre au cœur de son projet. C'est une marque qui conçoit, fabrique et distribue ses propres produits exclusivement sur Internet. Maîtriser toute la chaîne de valeur nous permet de produire uniquement ce que nous vendons et ainsi de favoriser une consommation responsable. Nos 2 premiers produits s'appellent Lulu et Marcel. Ce sont des barbecues design beaux et fiables. Fabriqués en aluminium, ils sont totalement inoxydables. Lulu et Marcel, ce sont 2 produits d'extérieur pas comme les autres. Des produits recyclables et fabriqués en France, dans nos usines et dans celles de nos sous-traitants, choisis parce qu'ils partagent les mêmes valeurs que nous. Des produits pour tous ceux qui souhaitent un extérieur qui leur ressemble et qui n'est pas comme celui du voisin. Alouvi, signe extérieur de liberté intérieure. Voilà, donc Alouvi, ce sont des meubles extérieurs en aluminium recyclables. On a démarré avec 2 barbecues. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi on a démarré par ce secteur qui paraît assez incroyable quand on connaît le parcours de mes associés et de moi-même. Avant tout, Alouvi, c'est une aventure humaine. C'est la volonté de Paul et Hugo que vous voyez à main droite sur la photo, qui sont mes associés, qui ont racheté une fonderie d'aluminium il y a 6 ans. Donc vraiment leur savoir-faire à eux, c'est de prendre des lingots d'aluminium, de les fondre et d'en faire des produits à façon. Ils travaillent essentiellement dans le B2B et ils avaient envie vraiment de changer leur modèle économique et d'aller vers un domaine beaucoup plus B2C, mais sans savoir comment s'y prendre, comment aborder ce sujet qui est un sujet de commercialisation, qui est un sujet de marketing, et donc qui est à 100 000 lieues de leur savoir-faire. Et on a trouvé que nos savoir-faire étaient très très complémentaires, et on avait envie de mixer ça, de fabriquer des produits qui favorisent une consommation responsable, et surtout des produits fabriqués en France, ce qui, dans le domaine du barbecue, est très très rare. Pour vous donner quelques chiffres, c'est un marché qui pèse à peu près 150 millions d'euros en France. Il se vend à 1 million de barbecues par an. Et 81% s'achètent en France sur des produits d'import. Donc il y avait vraiment une place à la fois dans les formes, parce que c'est un produit qui en général est pas très joli, et il y avait aussi une place pour une marque française qui fabrique en France et qui prend la responsabilité. Cette équipe, on l'a construite
d'abord avec cette volonté d'aller sur le digital, donc j'y reviendrai un peu pourquoi aussi. Et on est parti avec une équipe de 3 personnes, donc Noémie, qui a été la première personne qu'on a recrutée, et dont le poste était le responsable de l'expérience client. Pour moi, c'était très important que le premier poste, ce soit ça. Parce que même si c'est une aventure digitale, aujourd'hui, moi, ma conviction, c'est que on n'achète plus juste un produit, on achète une expérience, on achète des valeurs, on achète beaucoup plus qu'un simple produit, même s'il est très joli. Et c'était très important qu'on pense dès le début au client et à ce qu'on allait essayer de lui faire vivre et quels sont tous les petits détails qui vont faire qu'on a plutôt envie d'acheter un produit à Luvie qu'autre chose. Et puis ensuite, Manon qui m'a rejoint également sur la partie développement du trafic pour développer notre DNVB. Ça, c'est la phase de constitution, et puis est venue aussi la phase de production, et on a donc Bastien et Clément. Bastien qui est responsable du centre de production, puisqu'on produit tous nos barbecues entre Lyon et Grenoble, et Clément qui est dans son équipe et qui est le monteur. L'objectif qu'on s'est donné, c'est de pouvoir livrer un barbecue en 48 heures, c'est-à-dire que si vous le commandez jeudi jusqu'à minuit, vous êtes capable de l'avoir samedi chez vous. Tous les produits sont fabriqués à la demande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stock, la commande tombe et nous on fabrique le barbecue pour pouvoir le livrer. Ça permet d'avoir une consommation responsable, ça évite les déchets, ça évite de surstocker, de surproduire et donc de devoir vendre avec des promos et donc de détruire de la valeur parce que moi j'ai un passé comme je le disais dans le digital, j'ai beaucoup travaillé dans le retail et aujourd'hui j'ai le sentiment qu'on détruit beaucoup de valeur dans le retail en stockant beaucoup de produits, puis ensuite en les bradant moins 20, moins 30, moins 40. On détruit beaucoup le travail de ceux qui ont produit. Et pourquoi je veux vous parler de Test & Learn aujourd'hui? Je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui s'appelle Lean Startup, qui est le livre d'Eric Rice. En fait, lui, il a repris en fait, cette méthodologie qui est le Lean Management, qui est plutôt des technologies qui ont été utilisées dans l'industrie pour l'adapter au domaine des startups et en se focalisant sur ce qu'il appelle la boucle de feedback. Et il disait en fait, les entreprises passent beaucoup de temps à produire, c'est-à-dire à réfléchir à comment faire le produit parfait, à passer beaucoup de temps sur ces produits-là, parce que c'est souvent des entreprises d'ingénieurs. Et en réalité, on s'occupe assez peu du client et de savoir finalement est-ce que ce produit que je suis en train de travailler, le produit que je vais mettre beaucoup de temps à réaliser, est-ce qu'il correspond à un marché, est-ce qu'il correspond à un besoin, est-ce que finalement mon client en voudra. Et donc dans ces 3 étapes qui sont je produis, ensuite je mesure finalement ce que j'ai produit, est-ce que ça correspond à un marché, et j'apprends et je tire des leçons. Souvent les entreprises se focalisent sur un des axes. Les techniciens vont se focaliser sur la production notamment. Et lui il dit, voilà, le fondateur d'une start-up, son métier à lui, c'est de faire en sorte qu'on crée une structure qui est capable de tester les hypothèses qu'il a en tête. Et ensuite, la start-up, elle doit maximiser les itérations de cette boucle de feedback et de faire de plus en plus d'expérimentation, produire, mesurer, apprendre, produire, mesurer, apprendre. Le faire le plus souvent possible et c'est ça aujourd'hui pour lui qui est la clé de la start-up. Nous, on a vraiment fonctionné comme ça, c'est-à-dire que l'idée de monter à Luvie, on l'a eu en mars 2020. On a fait les premiers croquis en mai 2020 et on a vendu nos premiers produits en avril 2021. Donc en moins d'1 an, on a été capable de designer, industrialiser et faire certifier des produits techniques. Hein. Un barbecue, ça passe en laboratoire pour éviter que ce soit un objet dangereux. Donc il y a des processus de certification, etc. Et en 1 an, on a été capable de mettre en commercialisation 2 produits, Lulu et Marcel, comme vous l'avez vu en vidéo, avec cette volonté d'aller le plus vite possible dans la phase de production, parce qu'on sait qu'on n'aura pas le produit parfait, on sait qu'on va faire des erreurs, mais on veut le plus vite possible le mettre sur le marché pour essayer d'apprendre et récupérer des feedbacks du marché pour me dire bah oui, ton produit là ça va, par contre là à cet endroit-là il faut le corriger parce que ça marche pas bien. Et donc commencer à créer une communauté, commencer à avoir des gens qui nous aident à
à progresser sur les produits. Ouais, donc Eric Reyes dit, voilà, toi, tu es un fondateur de start-up, tu as des hypothèses. Ces hypothèses, elles sont peut-être pas vraies, donc il faut aller les confronter au marché pour regarder comment le marché... est-ce que tu as raison, est-ce que tu as tort? Nous, notre hypothèse, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui aiment la déco, les gens qui ont une maison, ont envie d'avoir des produits singuliers qui les représentent. La décoration, c'est un peu l'émanation de sa personnalité. Et on trouvait que c'était très très bien traité dans l'intérieur. C'est assez peu traité en extérieur. Il y a quelques marques qui le font. Mais on trouvait qu'il y avait vraiment des choses à faire. Et la mission qu'on s'est donnée, c'est ça. C'est créer des objets d'extérieur qui permettent d'exprimer sa vraie personnalité et exprimer sa différence. Avec cette ambition qui est de ne pas faire les choses comme tout le monde, c'est-à-dire de ne pas regarder ce que les autres font et se dire, puisqu'ils le font comme ça, ça fait 20 ans qu'ils sont là, nous on va faire pareil. On va plutôt partir du principe que nous on ne sait pas comment on fait, on va l'apprendre et on va le faire à notre façon et d'une manière un peu différente. Voilà, donc ça c'est à l'UVI, c'est l'ambition. Là-dessus, bien sûr, on a écrit des personas, on a imaginé des produits, on a imaginé des gens, des cibles qui seraient intéressés par nos produits. Et l'objectif, c'était d'aller le plus vite possible confronter ces produits à nos personas, vérifier que ça fonctionnait ou pas. Et voilà, donc on a sorti Marcel et Lulu. Marcel, c'est l'objet que vous voyez à gauche. Et l'objet que vous voyez à droite. À gauche, c'est un barbecue au charbon de bois. Et à droite, c'est un barbecue au gaz. Avec la particularité que la bouteille de gaz se trouve à l'intérieur du corps du barbecue pour éviter d'avoir un objet un peu disgracieux au milieu de sa terrasse. L'ambition, c'est de se dire que c'est un objet à la fois de décoration et un objet fonctionnel. Ce qui est complètement atypique dans le marché, ça n'existe pas vraiment. Donc on avait aussi le sentiment qu'il y avait de la pédagogie à faire en disant oui, un barbecue, ça peut être joli. Oui, vous pouvez laisser votre barbecue sur votre terrasse, vous pouvez en être fier. En fait, il peut être beau. C'était notre parti pris. Le parti pris aussi que des gens avaient envie d'acheter du Made in France. Pour ça, je pense que globalement, ça se fait dans plein de secteurs aujourd'hui, mais dans l'industrie, c'est encore assez rare. Et vous le voyez en bas, en fait, ils sont déclinés en 8 couleurs. Ça fait partie aussi des test and learn, c'est-à-dire que, en fait, on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on pourrait, puisqu'on maîtrise la conception et la fabrication, on pourrait faire toutes les couleurs que vous voulez. On pourrait, plutôt que d'avoir un pied qui est couleur ivoire, là, on pourrait le faire en bleu, en gris, etc. Mais on n'a pas voulu aller trop vite. C'est-à-dire qu'on a voulu vraiment faire de la pédagogie et dire testons 8 couleurs, testons déjà cette configuration-là, et puis laissons les gens s'approprier le produit et nous dire vers quoi ils veulent aller. Donc on est parti simplement avec 2 produits, 8 couleurs, et on s'est dit, allez, il faut avec ça fabriquer une marque, montrer qu'on existe et voir comment le marché réagit. Donc on a fait un site avec ça. Au départ, ça paraissait, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va raconter sur le site? C'est pas évident. Mais bon, finalement, on a quand même réussi à créer une histoire autour de ça. Et puis on a aussi essayé de trouver autour de nous, de créer un écosystème de marques qui partageaient ces valeurs-là, d'éco-responsabilité, de fabrication en France. Parce que au niveau de gamme où on est plutôt dans moyen haut de gamme, dans le marché du barbecue. Je pense que les gens ont besoin d'acheter un produit qu'ils peuvent utiliser tout de suite. Si le produit arrive chez eux et qu'il faut aller acheter le charbon de bois d'un côté ou le gaz de l'autre, les accessoires encore à côté, ça ne marche pas bien. Là, on a besoin vraiment du clé en main. Ça arrive le samedi, je peux l'utiliser directement. Et donc, on s'est créé tout un écosystème. Donc, on a trouvé un papier éco-responsable qui s'appelle Allume Marcel. On l'a rebaptisé comme ça, qui est une sorte de cheminée en papier qu'on allume et qui allume spontanément le charbon de bois. C'est hyper simple, ça prend 30 secondes à faire. Et donc, du coup, ça rend finalement le charbon de bois assez accessible, alors que souvent, c'est un peu la crainte, c'est de dire ouais, c'est un peu compliqué à allumer, je galère toujours. Là, ça va super bien. Ensuite, on a trouvé un charbon de bois en forme de cœur. Ça, on a trouvé ça génial.
Et comme en plus il est fabriqué en France, à côté de Troyes, que les usines qui fabriquent le charbon de bois réutilisent l'énergie pour recréer l'électricité, on a trouvé que c'était vraiment une marque qu'on avait envie de mettre en avant. Donc on l'a aussi embarqué. Et puis on a toute une gamme d'accessoires qui permettent de démarrer très vite son barbecue. Voilà. Comme vous l'avez sans doute entendu, le client heureux, pour moi, c'est vraiment la base d'Alluvie. C'est pas le produit parfait. La base d'Alluvie, c'est vraiment comment on rend les gens heureux et comment on fait en sorte qu'ils aient un produit et qu'ils sont hyper fiers de montrer, hyper fiers de partager et qui finalement vont être les premiers ambassadeurs d'Alluvie. Donc pour ça, en fait, moi, j'avais envie de maîtriser complètement toute la chaîne. C'est-à-dire que c'est peut-être ma formation. Hein. Moi, j'ai bossé 10 ans chez Decathlon et peut-être que c'est ça qui m'a un peu formaté. Mais je pense aujourd'hui que l'expérience, si on ne la maîtrise pas de bout en bout, on a du mal finalement à aller apprendre qui a Alluvie à un distributeur, qui a Alluvie à un fabricant, etc. Donc, j'avais envie vraiment de maîtriser toute la chaîne. Et c'est vrai que la DNVB ça offre cette possibilité-là. Et comme le résume cet article de SA, c'est bien concevoir, fabriquer, distribuer, et c'est aussi être excellent dans l'expérience client. Si on n'est pas excellent dans l'expérience client, on a beau faire tout ce qu'on veut, on aura du mal à percer parce qu'à côté de nous, il y a des mastodontes. Moi, je m'attaque à un marché où il y a un concurrent américain qui truste tout. Donc, pour exister, il faut que je sorte du lot. Par un produit, sans doute, mais pas que, ça ne suffira pas. Donc je me dois vraiment d'être parfait sur l'expérience client. Et en fait, quand on lance une DNVB, au début, ça fait peur parce qu'il y a 20 métiers à apprendre. Vous avez vu, on est 5. Et il y a tous ces métiers de conception, de fabrication et de distribution, il faut tous les apprendre. Et en fait, voilà, c'est comment on fait pour y aller. Alors dans le test and learn, je vous ai dans concevoir... Puisque le contre-la-montre, c'est à partir de quand on est capable de finalement livrer le produit. Hein. Puisque de l'idée à la commercialisation du produit, il faut l'industrialiser. Ça prend beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissements financiers aussi. Parce qu'on vous demande de prendre des engagements sur des volumes, sur des fabrications industrielles. Il faut définir des collarins de produits. Par quoi on commence? Ça, c'est les questions auxquelles vous devez répondre. Ok, vous allez sous-traiter, mais sur quelle quantité tu es capable de t'engager? Tu me demandes de fabriquer, par exemple, les poignées en plastique de ton barbecue, mais tu vas t'engager sur combien? Est-ce que tu peux me donner des chiffres? Moi, j'en sais rien, je n'ai jamais fait, donc c'est difficile. Et il faut prendre des risques. C'est aussi savoir présenter des produits sans les voir, parce que le temps qu'on fabrique, ça prend à peu près 3-4 mois hein, entre le moment où vous avez donné votre go à l'industriel et le moment où il va être capable de vous livrer les premières pièces qui vont être ensuite assemblées. Nous, il faut quand même commencer à communiquer sur ces produits-là parce qu'on ne va pas commencer à communiquer seulement quand les produits sont disponibles, donc il faut anticiper. Et donc il faut être capable de mettre en scène ces produits que vous n'avez encore jamais touchés, vous n'avez encore jamais expérimentés. Donc ça a été dans les phases de conception assez complexe. Dans la fabrication, on avait beaucoup de convictions sur les emballages éco-responsables. Nous, c'est un produit qu'on va livrer jusqu'à un client final. C'est un produit qui pèse entre 50 et 60 kg en fonction de la commande qui a été passée. Moi, ma conviction, c'était de ne pas mettre de polystyrène. Je n'avais pas du tout envie que mon client se retrouve avec des emballages qu'il ne peut pas recycler, sur lesquels il va se poser des questions à la fois écologiques, mais aussi comment je m'en débarrasse aussi finalement du polystyrène. Donc je voulais absolument aller sur du carton, mais en fait, c'est quand même beaucoup plus difficile de transporter des produits qu'avec du carton, qu'avec du polystyrène. Donc on a été confronté à ce genre de problème. Donc là aussi, beaucoup de test and learn sur je teste avec cet emballage, je vois comment ça réagit, est-ce que le transporteur s'en sort ou pas. On a eu des casses, on a eu des choses, mais à chaque fois, essayer de vite réagir et d'apprendre avec cette conviction écologique, mais parfois de l'entêtement aussi, hein, en disant je m'en fous, on y arrivera, mais on n'aura pas de polystyrène dans nos emballages.
Voilà, sur les couleurs, j'en ai parlé. Sur les choix de matière, est-ce qu'on va sur du plastique? Est-ce qu'on va sur du Zamac? Moi, je ne sais pas si vous savez ce que c'est Zamac. Moi, j'en savais rien. Quand on m'a posé la question, j'ai dit je n'en sais rien. Mais voilà, il faut décider. Il faut être sûr que le plastique résistera à la chaleur du barbecue, alors qu'on ne l'a jamais testé. Donc voilà, on trouve des solutions et à chaque fois en essayant de tester. Et puis sur la personnalisation, qui est vraiment l'ambition que je veux des produits pour moi à l'UVI, c'est arriver à faire des produits vraiment personnalisés au point où vraiment le client achète son barbecue vraiment unique que personne n'a qui n'est pas dans le jardin du voisin. Mais par quoi on commence? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, il y a de la pédagogie à faire. Et ensuite, sur la distribution, cette conviction d'être 100% digital pour maîtriser complètement l'image de marque et le développement des valeurs, est-ce que ça tient? Est-ce que quand on démarre, on est capable de garder cette conviction? On a dû faire des compromis, on a aussi parfois certaines convictions, on a essayé de les assouplir pour faire des tests, se dire finalement, est-ce que je ne peux pas trouver des partenaires avec qui on peut s'entendre sur des valeurs et qui sont capables de ne pas surstocker, de ne pas détruire la valeur du produit avec des promotions. Ça, c'était hyper important pour moi. Donc, on a trouvé des partenaires qui ont accepté de faire du showrooming, c'est-à-dire qu'ils accueillent nos barbecues dans leur magasin, mais en mode présentation. Ensuite, la commande, elle est quand même faite par nous et eux, ils sont rémunérés au travers d'apports d'affaires. Mais ça permet vraiment de garder toute la chaîne, tout en présentant les produits et en apportant de la valeur au magasin, puisque lui, il apporte une marque made in France qu'on ne voit pas partout, qu'on ne voit pas en GSB et qu'il est le seul à distribuer. Voilà, les promos, j'en ai parlé. Les leviers digitaux, ça c'est un vrai sujet quand on est une DNVB. Comment on utilise l'argent qui est évidemment pas... on n'a pas les moyens d'une multinationale, donc on ne peut pas adresser tous les sujets digitaux. Pourtant, il faudrait, si on veut toucher la cible qu'on veut adresser, comment on avance. Ça, je vais en parler juste après. D'autres médias, comme la radio, est-ce que c'est un sujet pour Aluvi? Est-ce que la presse, c'est un sujet pour Aluvi? Est-ce qu'on paye pour être dans des magazines de décoration pour être présent? Ou est-ce qu'on met son argent ailleurs? Donc ça, c'est des arbitrages qui sont hyper importants. Moi, j'ai fait le pari de faire des tests à chaque fois, sur la radio, sur la presse, toujours en mesurant l'impact et en essayant de vérifier finalement comment les clients nous connaissaient et avec ces retours-là, de prendre des décisions, de couper ou de ne pas couper. Voilà, et puis donc ça a été tout le travail en amont jusqu'au 1er avril 2021, jusqu'au moment où ça y est, les premiers produits avaient été commandés, ont pu partir et on a pu avoir un produit qui allait être testé par des vrais clients et enfin avoir ces premiers retours qui nous permettent, comme on l'a dit, de mesurer et d'apprendre. Donc ça, c'est presque un deuxième projet finalement. Il y a eu un premier projet qui a duré quasiment 1 an, qui est je conçois, je fabrique. Et ensuite, la distribution, c'est vraiment un nouveau projet qui démarre, une nouvelle aventure, avec des produits qui vont vivre leur vie et des clients qui vont nous faire des retours sur ce qui se passe. Et c'est là où les outils digitaux sont vraiment magiques, parce que quand les clients vous font des retours, vous voyez tout de suite les freins. Les premiers freins que nous, on nous a envoyés, c'est franchement, les clients nous disaient on trouve vos produits magnifiques, mais on a du mal à s'imaginer la taille, est-ce que c'est petit, grand, la porte, ça marche comment, quelle est la bouteille de gaz qu'on met à l'intérieur. Donc tout de suite, ça c'est pas forcément des sujets qu'on avait en tête. Hein. Quand on a la tête dans le guidon, on a l'impression que le produit se comprend par lui-même. Donc là, les outils digitaux nous ont permis de produire des vidéos assez vite pour expliquer les produits, pour les montrer en vrai. Un des autres sujets, ça a été, il y a 8 couleurs, ok, mais moi, j'arrive pas à choisir entre les 8, je sais pas lequel sera le mieux chez moi. Donc on a réagi, on a lancé un filtre Instagram, qui est un filtre en réalité augmenté, et qui permet de projeter ou Marcel ou Lulu sur sa terrasse, de changer les couleurs, et de voir lequel se marie le mieux avec son salon de jardin, sa piscine, etc.
Donc ça a été aussi un frein qu'on a réussi à lever assez rapidement. Et puis ensuite, il y a eu la visibilité. Sur les leviers digitaux, assez vite, on s'est rendu compte que les réseaux sociaux, pour nous, ce serait vraiment l'endroit rêvé pour exister. Et après, c'est sur quelle thématique. Donc en fait, on a lancé des tests sur différents types d'influenceurs. On les a catégorisés en 3 types d'influenceurs. Des influenceurs un peu people, qui nous permettaient d'avoir une grande visibilité et une sorte de crédibilité. Donc on a travaillé avec Juan Armalez, qui est chef cuisinier, et Cécile Siméon, qui est plutôt décoratrice et qui est aussi présentatrice dans un magazine qui s'appelle M comme Maison. Ensuite, on a travaillé sur des influenceurs qu'on a catégorisés comme déco, là, qui sont plus des gens, des gens qui ont une jolie maison, qui ont décidé de créer un compte Instagram pour expliquer comment ils avaient décoré leur maison, comment ils avaient parfois reconstruit leur maison depuis une maison qui était complètement délabrée à une maison super jolie. Et donc, ce sont des influenceurs qu'on a contactés, qui ont aimé le produit, qui se sont dit bah, « Ok, moi je veux bien jouer le jeu et de le mettre chez moi et de montrer à ma communauté comment ils sont jolis, comment on les utilise dans la vraie vie finalement. » Donc ça a été un long travail d'identification, de vérifier que c'était des gens qui étaient avec les mêmes valeurs que nous, qui avaient envie de prôner Made in France et la déco extérieure. Et puis on a fait un troisième catégorie d'influenceurs. Là, on est parti sur la partie food, parce que assez vite, les gens qui venaient vers nous disaient ah, vos produits sont super beaux, mais est-ce qu'ils marchent? Est-ce qu'on peut cuisiner avec? Est-ce que c'est pas juste un produit déco, quoi? Et donc là, du coup, on a aussi utilisé des influenceurs food pour montrer à quel point nos produits sont efficaces, que ce soit le produit au charbon de bois ou le produit au gaz, que ce soit Marcel ou Lulu. Donc on a utilisé des gens qui ont des restaurants, comme Colline Fauquier, qui est chef étoilé à Marseille et qui a fait Top Chef. Et puis des gens plus entre guillemets, moins people et plus ordinaires, qui sont simplement des fans de food et qui utilisent aujourd'hui nos barbecues pour cuisiner. Voilà, donc ça, c'est les tests qu'on a menés. Puis à chaque fois, on a regardé ce qui marchait le mieux, quel impact ça pouvait avoir sur nos ventes, mais pas que sur les ventes, sur la visibilité, sur les retours que les gens nous faisaient. Ça a été hyper intéressant. Ça nous a aussi beaucoup donné de la visibilité et ça nous a permis aussi de créer des contenus. Quand on est une DNVB et qu'on était tout petit comme nous, c'est assez compliqué de pouvoir créer des contenus. Ça coûte cher de louer des maisons, ça coûte cher de louer des lieux, ça coûte cher d'avoir des photographes. Donc, ces opérations-là, elles nous ont permis aussi de capter des contenus et surtout de pouvoir mettre en scène, au-delà de la 3D, qui était au départ notre seule matière, pour avoir des produits en situation. Et puis, comme je vous le disais, la conviction d'être 100% digital, on l'a un peu assoupli et on est allé faire des tests dans des magasins en s'assurant qu'on avait les mêmes valeurs. Mais après, on a fait des tests sur les typologies de magasins. C'est-à-dire qu'on est allé mettre des barbecues dans les magasins de déco. La photo de gauche que vous voyez, c'est un magasin dans le cœur de Lyon qui est vraiment spécialisé dans la déco et qui avait envie de faire ce test d'un produit un peu atypique qui se mariait bien au côté design, mais c'est un produit technique qu'ils n'avaient pas du tout l'habitude d'avoir. On a fait aussi un test avec un loueur de camper, de van, qui est tombé aussi amoureux du barbecue et qui s'est dit que ça marcherait super bien de les mettre ensemble. On a fait ce genre de test. Et aujourd'hui, on a 14 magasins en France, un peu partout, que ce soit dans le nord, dans le sud. Il y a des magasins de piscine, il y a des magasins plutôt orientés paysagistes, il y a des magasins de déco. Et on fait des tests comme ça avec eux. La presse nous a beaucoup aidés. Alors là, pour le coup, on a investi zéro. C'est vraiment de la presse spontanée. On a eu la chance d'être repris dans énormément de magazines et ça a eu quand même un gros impact. Donc, c'était un choix de ne pas investir des budgets dans la presse. Heureusement, la presse finalement nous a quand même soutenus spontanément. Donc ça a été hyper intéressant.
Voilà. Quel bilan on fait après 6 mois? Parce que finalement, on n'a que 6 mois d'existence. Hein, on a démarré en avril. Quel bilan on fait? Marcel et Lulu, et je rajoute Sam, qui est un produit qu'on vient juste de lancer. On l'a lancé mi-septembre. Donc lui, on n'a pas encore beaucoup de recul dessus, mais c'est un bras zéro. Je vous montrerai tout à l'heure, mais le recul, pour l'instant, on l'a surtout sur Marcel et Lulu. Finalement, c'est pas seulement des barbecues, c'est vraiment des objets de décoration et qui plaisent autant aux hommes qu'aux femmes. Ce qui était quand même un peu un pari. Au début, on m'a dit non mais le barbecue, c'est un domaine d'hommes. Enfin, essaye pas de t'adresser aux femmes, ça ne sert à rien, ça les intéresse pas. Et en fait, la plupart du temps, c'est des femmes qui nous appellent, même qui me disent je pensais jamais tomber amoureuse d'un barbecue. Donc c'est assez rigolo d'avoir ça. Et en fait, ce sont nos premiers, celles qui nous apportent des recommandations finalement envers leur mari. En disant, je te préviens, si tu veux acheter un barbecue, tu achètes un à lui. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est quand même un premier apprentissage. Enfin, nous, c'était une intuition. Là-dessus, on peut dire cocher. On sait qu'on peut continuer à avoir cette communication sur cette cible-là. Donc ça, c'est Sam. Après, c'est évidemment un produit qu'on a besoin de montrer. Ça paraît logique quand je le dis. Au début, nous, on a testé plein de leviers qui sont des leviers comme l'AdWords. Chez nous, ça ne marche pas. De toute façon, c'est assez simple. Même moi, quand je raconte ce que je fais aujourd'hui, quand je dis que je fais des barbecues, on me dit « Ah ouais ?» Et quand je les montre, on me dit « Ah ouais ?» Voilà. Le fait de juste les montrer, ça change tout. Et donc, on a besoin de trouver, nous, des leviers qui sont visuels. Et donc, voilà, on a assez vite arrêté tous les leviers qui ne nous permettaient pas d'aller là-dessus. Même si on se coupe un peu de notoriété, voilà, c'est beaucoup plus efficace avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Et c'est là-dessus qu'on veut avancer. Et voilà. Et le vraiment dernier apprentissage, et ça, c'est aussi la conviction sur l'expérience client. Hein. Je pense que le point fort d'Aluvie aujourd'hui, c'est le lien concret avec nos clients. Malgré la barrière digitale, on a vraiment un attrait fort de la communauté. Et c'est ça aujourd'hui sur lequel on va encore plus appuyer, je pense, dans le futur. Bien sûr, on va continuer à créer des produits, des beaux produits, mais on va continuer à vraiment créer du lien. Les magasins me le disent tous, ils viennent vraiment parce que voilà, lui a créé quelque chose. Et ça paraît assez étonnant, même antinomique entre le digital et les clients, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe autour de ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, à titre personnel, je dois dire que je les ai trouvés magnifiques et que si j'avais une terrasse à Paris, croyez bien que vous auriez un nouveau client. Petite question peut-être dans le public. Pas spécialement, je vois, entendu. Alors moi, j'avais une petite question. Vous avez parlé des différents leviers digitaux que vous alliez utiliser, que vous utilisiez déjà. On a parlé d'influence marketing, notamment. Deux questions, dont l'une découle de l'autre. D'abord, est-ce que vous internalisez vos campagnes de marketing d'influence? Est-ce que c'est vous qui les gérez vous-même? C'est un peu un mix. Je n'ai pas détaillé mon parcours, mais en fait, moi, j'ai dirigé une agence digitale. Donc j'ai un réseau sur Lyon où on se trouve qui est assez fort dans ce domaine-là. Et moi j'avais besoin vraiment de m'appuyer sur des experts parce que quand on est une DNVB, ce qui est important c'est le SEO. Il faut être très très vite dans les bonnes positions. Et je savais qu'en allant sur ce marché-là, j'allais me confronter à des Leroy Merlin, des Mano Mano, des Weber. Et ce serait très très difficile d'être bien placé sur SEO. Et j'avais besoin vraiment d'expertise. Donc il y a des endroits très très pointus où je me suis dit j'ai besoin de me faire aider. À 5 on n'y arrivera pas. Donc j'ai vraiment sélectionné des sujets. Et y compris pour le filtre Instagram peut-être Oui, notamment. Ça c'est une vraie compétence ouais. qu'on délègue. Mais sur l'activation, on va dire, il y a des choses qu'on fait en interne. Quand c'est pas trop pointu, et puis des choses qu'on délègue. Et finalement, les agences autour de nous, c'est un peu une extension de l'équipe. Elles sont intégrées vraiment au projet. Et on essaye de vraiment faire en sorte qu'ils partagent vraiment l'esprit à lui.
Entendu. L'autre question donc, qui découlait de la première est la suivante. On a vu que vous aviez attaqué de manière influence marketing différentes typologies d'influenceurs. J'ai vu du macro-influenceur, j'ai vu du micro-influenceur, j'ai vu également du nano-influenceur en ce qui concerne la food. Ouais. Je me demandais, dans votre secteur d'activité, quelle avait été la catégorie qui vous avait apporté le plus de retours satisfaisants, d'abord en termes d'engagement, mais aussi, puisqu'on le sait, le capital confiance n'étant pas le même en fonction des typologies d'influenceurs, et bien en termes d'impression client. Sur la visibilité, très clairement, le micro-influenceur, parce que ça nous a permis de montrer le produit, montrer qu'en fait, voilà, il vivait très bien, qu'on pouvait l'utiliser de manière, dans le quotidien. Par contre, ce que j'ai appelé les people, ça nous a crédibilisé, c'est-à-dire que ah oui, mais Arwan aussi l'utilise, je l'ai vu chez ce micro-influenceur-là, donc c'est un bon produit. Donc c'est finalement la couche de décision qui est nécessaire aussi à un moment donné pour passer à l'acte. D'accord, merci beaucoup. Une nouvelle question ici, oui, allons-y. Bonjour. Bonjour. Et dans votre secteur d'activité, du coup, comment vous anticipez un peu la saisonnalité des requêtes et surtout des ventes? Parce que bon, j'imagine que c'est un produit qui se vend un peu plus en été. Ouais. Donc voilà. En fait, ça c'était vraiment une grosse interrogation. Nous, pour bâtir le business model, on s'est un peu, comment dire, on a été, comme tout le monde, voir Google Trends, on a regardé un peu la saisonnalité. Déjà, on a lancé pendant plein confinement, donc la saisonnalité, elle a été faussée. C'est-à-dire que les recherches dans Google pendant le confinement ou pendant une saison normale, c'est pas du tout les mêmes, hein, vous vous en doutez. Donc on était un peu au doigt mouillé sur ce côté-là. Donc on avait besoin de faire un premier tour de roue pour regarder les hypothèses, mais effectivement, la saison, elle se déroule entre mai et fin juillet. Entre mars et fin juillet. Ce qui est un peu en décalage avec ce qu'on avait en tête. On pensait que ça démarrait plus tard, parce que nous, on a démarré en avril et c'était déjà presque trop tard pour la première année. Avec le recul, on aurait démarré beaucoup plus tôt. Enfin, on aurait voulu, mais même industriellement, on n'aurait pas réussi, mais il faut attaquer plus tôt, ouais. Très clairement. Alors pour terminer, qu'est-ce que c'est l'avenir pour Aluvy à horizon 6 mois, à horizon 1 an? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, Aluvy, déjà, ce qui est important, c'est que ce n'est pas une marque de barbecue, donc c'est une marque vraiment de mobilier extérieur. On va aller sur des gammes complètement différentes, qui vont réutiliser le design Aluvy, les marques Aluvy, mais sur des typologies complètement différentes. Et puis ensuite, c'est la personnalisation. Là, on va sortir en test également une édition limitée sur la fin d'année pour voir un peu comment ça peut aussi générer d'autres types de ventes. Justement, des ventes qui ne sont pas du tout liées à la saisonnalité, mais qui seront plutôt le coup de cœur qui vont faire que ce produit étant une édition limitée, j'ai vraiment envie de l'acheter. Et voilà. C'est la personnalisation, le futur. Aller beaucoup plus loin là-dedans. Entendu, très clair. Eh bien, merci beaucoup Jean-Pierre Cauchy. Merci. Et longue vie à Aluvy, du coup. Merci beaucoup. Un bel avenir qu'on vous souhaite également. Merci beaucoup à tous pour votre attention tout au long de la journée sur ces différentes conférences.